Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 27 mars 2019 et bien depuis le début de la semaine, nous avons, comme vous avez pu le constater, plutôt de l'optimisme sur les marchés. Les investisseurs qui vraiment relèguent au second plan les craintes de récession. Du coup, on a une hausse des indices, alors une hausse assez timide quand même, mais on a un rebond après une chute conséquente, comme vous le savez, vendredi à l'issue bien de décevants PMI qui ont fait inverser la courbe des taux aux États-Unis. Voilà. Donc au niveau de l'avertissement gage sur risque, comme vous le savez, le trading avec effet de levier on fait toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Alors NZD, on me dit rebond UD, NZD, rebond magistral. Alors oui, alors tout simplement parce que l'Airbnz a indiqué cette nuit que le prochain mouvement des taux pourrait être baissier. Voilà, donc il y a eu un statu quo cette nuit, mais en clair, on pourrait, enfin dorénavant en tout cas, il y a plus de chances qu'il y ait une probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de l'Airbnz plutôt qu'une hausse. Euh, pour que vous sachiez, il y a 77% de probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la RBA cette année. 77% d'une baisse des taux. Donc, euh, donc voilà, donc la RBNZ, c'est presque certain qu'elle n'augmentera pas ses taux cette année, dans ce contexte où même la Fed, on voit, commence à être dovish. Et voilà, il y a potentiellement même une baisse des taux qui se fera. Donc c'est pour ça qu'on a eu un rebond magistral de la UD NZD. Euh, voilà, donc on va le voir dans un petit instant. Comme vous pouvez constater hier, on a eu un rebond donc des marchés actions, l'optimisme qui a dominé, même si bon, on n'a pas eu non plus une hausse, comment dire, massive. Hein. On voit que le VIX a à peine perdu 1%, donc c'est pas non plus exceptionnel. Le DXY, il a gagné 0,25%. Ce matin, alors on est plutôt voilà, un ordre dispersé, on n'a ni d'appétit ni d'aversion au risque. On a le yen qui prend quand même 0,51%, mais le gold qui est à l'équilibre, le Brent gagne du terrain, le Nikkei est en baisse et le MSCI Asie avec Japon est en hausse. Donc, bon, on n'a pas trop de voilà, climat clair ce matin sur les marchés. Et au niveau du calendrier économique, donc là on a un discours de Mario Draghi qui commence depuis le début de ce webinaire, euh, et, et sinon nous n'aurons pas d'autres rendez-vous. Alors on aura un discours de Theresa May à 18h et nous aurons le résultat des votes des parlementaires britanniques à 22h. Vous savez les nombreux votes sur la sortie ou non du Royaume-Uni dans l'UE et si oui, dans quelle procédure, hard Brexit, soft Brexit, voilà. Donc, ce sera plutôt côté discours que sera tourné l'attention. 9h, donc actuellement le discours de Draghi, 18h le discours de Theresa May et 22h le résultat des votes des parlementaires britanniques. Voilà, on va regarder rapidement s'il n'y a pas un communiqué de la BCE. Voilà, Mario Draghi. Euh, alors, on va regarder s'il y a une petite conclusion. The Outlook for Monetary Policy. Donc, davantage de politique monétaire accommodante est nécessaire pour que l'inflation converge vers l'objectif de la banque centrale. En tout cas, c'est ce qui est sous-entendu. D'accord. Bon, rien de nouveau pour le moment. D'ailleurs, on regarde ce que fait l'euro. Bon, l'euro est à l'équilibre, donc il n'y a pas eu de. Pour le moment, il n'y a pas de réaction négative. Bon, rien d'intéressant. Voilà. Je lis en diagonale, mais il n'y a rien d'intéressant. C'est juste finalement, il répète ce qu'il a globalement dit il y a 2 semaines, 3 semaines, pardon. Euh, voilà, donc rien de nouveau.
D'accord. Par contre, là, c'est ce qui est donc, il prévoit que les perspectives à moyen terme continuent de se détériorer significativement. Euh, et donc, la BCE pourrait adopter voilà, sa politique monétaire, euh, pourrait approprier, enfin, elle pourrait adopter sa politique monétaire à quelque chose d'approprié pour accomplir l'objectif de la Banque centrale. Et ils ne sont pas, alors ça c'est assez intéressant, we are not short of instrument to deliver our mandate, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas, voilà, finalement la BCE indique qu'ils ont encore des marges de manœuvre pour accomplir leurs objectifs, pour accomplir leur mandat. Donc en clair, voilà, ils pourraient inventer des nouvelles, voilà, procédures, des nouveaux instruments ou voilà. Bref, au niveau des marchés actions, bon, on a eu un petit rebond, rien de très important non plus, hein. On peut voir que, bah, comme l'a très bien dit, comme on l'a dit pendant le webinaire hier à 11 heures avec Vincent Gann, eh bien, vous voyez que les supports pour le moment sont sauvegardés sur le CAC, support à 5220. Rappelez-vous, on en avait parlé lundi, le support à 5220 qui se payait. Et voilà, là on a le rebond. La résistance à surveiller, c'est ce sommet, c'est 5315. Si on a breakout des 5315, on revient chercher les récents sommets à 5440. Et en attendant, dans ce range de 100 points entre 5220 et 5315, on est plutôt dans une zone de range à court terme. Au niveau du DAX, alors le DAX qui est un peu plus compromis on a eu des signaux baissiers quand même lundi, vendredi pardon, en clôturant en dessous de la bande inférieure de Bollinger, le RSI sous 50. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les PMI sont plutôt décevants en Allemagne. Enfin, ils sont décevants partout, mais surtout en Allemagne. On parle peut-être de récession. C'est possible que l'Allemagne tombe en récession cette année, si ce n'est, enfin peut-être qu'elle l'est déjà même. Et en plus de cela, on a des perspectives qui sont dégradées par le fait que l'administration américaine pourrait mettre en place des tarifs douaniers sur les voitures européennes, autrement dit les voitures allemandes, hein, parce que les exportations de voitures européennes, c'est majoritairement les voitures allemandes. Donc voilà, l'économie pourrait en être davantage affectée lors des prochains mois si on a bien évidemment ces tarifs douaniers qui sont mis en place, et donc ça sous-entendrait eh bien une économie qui se dégraderait et le DAX potentiellement qui eh bien en serait pénalisé. Donc c'est pour ça que le DAX sous-performe les autres indices, malgré le fait qu'il y ait ces dividendes réinvestis dans le prix, d'accord. Sans ces dividendes, d'ailleurs je ne sais pas combien serait la performance du DAX depuis le début de l'année, mais ça devrait être assez fragile. Donc voilà. Donc le DAX, on a un rebond comme tous les autres indices boursiers depuis le début de la semaine, mais de toute façon, le DAX suivra le CAC ou le S&P. C'est-à-dire que si le CAC ou le S&P, on a des breakouts haussiers et qu'on va chercher les récents sommets, le DAX ira également chercher ses récents sommets. D'accord? Le DAX n'évoluera pas tout seul en baisse sur les autres indices. Je vous rappelle, les indices sont corrélés entre eux, donc en swing trading, on ne peut pas s'attendre à une baisse du DAX pendant plusieurs semaines et une hausse du CAC pendant plusieurs semaines. Encore pendant un jour, à la rigueur, pourquoi pas, mais plus, ça me semble assez en fait, c'est du jamais vu. Donc, enfin, ça doit être rarement vu. Donc, ça me semble très peu probable. Voilà, donc toujours haussier sur les marchés à actions à court terme, à très court terme. Pourquoi? Bien parce que je vous rappelle, avant-hier soir, on a eu le signal haussier de la stratégie du VIX. Rappelez-vous le VIX avec le Disparity Index. On a eu le signal haussier. Donc voilà, donc c'est perspective haussière et d'un point de vue ratio de rendement, comme on le disait dans ce webinaire hier, comme on disait, eh bien finalement le seuil d'invalidation sur le CAC ou le S&P, alors sur le S&P c'est les récents plus bas, donc c'est 2789, vous voyez c'est ce support. 2789 c'est le seuil d'invalidation, voire même légèrement en dessous cette mèche. Vous voyez 2780, allez. 2780 c'est le seuil d'invalidation. C'est-à-dire que si on passe en dessous, eh bien c'est perspective baissière jusqu'à 2722, voire même 50% d'encrassement de cette tendance. Et tant qu'on est au-dessus de ce support, eh bien les perspectives sont haussières jusqu'à 2859, voire même les plus hauts historiques à 2941. Vous voyez qu'on y est relativement proche, hein. Nous sommes à quoi 5%, je dirais, de vue, ou à 4,29% des sommets historiques.
Donc voilà, le ratio risque rendement il est haussier, même au prix actuel. Voilà, pour aller chercher 2941. Et si on passe en dessous des 2780, eh bien cette direction, le seuil de rotation de 50% de Fibonacci. Voilà donc les perspectives, enfin, en tout cas moi ma vision du marché à court terme. On n'est pas à l'abri que la divergence se creuse, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller chercher 2951 et avoir une poursuite de la divergence. D'accord. Pour moi, la divergence ici n'est pas exploitable. Pourquoi? Bien parce que tout simplement le RSI n'a pas clôturé sous 50. Donc c'est trop risqué d'exploiter la divergence. Déjà que la divergence, elle ne s'est pas faite dans la zone de surachat. Vous voyez comme ce fut le cas ici où on a eu un point haut en surachat. Là, on n'en a pas eu. Donc déjà, le fait qu'on n'a pas eu la divergence dans la zone de surachat, ça diminue voilà, la crédibilité. En plus de cela, on n'a pas eu de passage du RSI sous 50. Donc pour le moment, cette divergence ne vaut absolument rien, mis à part si le RSI passe sous 50. Voilà. Je vais saluer à training, parce que moi je vous ai pas salué. Donc bonjour Frédéric, bonjour Eric, Jean, moi, Raymond, Alexandre, que je salue également. J'espère que vous allez bien. Voilà. Jean, François, Alexandre, Eiji, Loïc, Lucas, voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc marché action, concrètement c'est boule. Donc je vous ai fait le S&P, je vous fais rapidement le CAC au niveau de ma vision du marché. Donc voilà, vision, je fais la même chose. Récent plus bas, c'est le seuil d'invalidation. Les perspectives au-dessus de ce support sont haussières jusqu'au récent sommet, voire même les 5500 points. Et en dessous, si on passe en dessous des 5223, c'est direction 5000 points. Voilà, donc 5500 que je vais montrer, donc 5500. Ouais, c'est l'objectif sur le CAC à court terme, tant qu'on est au-dessus des 2132. Là, d'un point de vue ratio risque-rendement, vous voyez qu'on a un risque au prix actuel, mais bon, l'idéal c'était, je vous rappelle, hier matin à la clôture de lundi qu'il fallait rentrer. Mais donc, même au prix actuel, on a un risque de 81 points pour aller en chercher 190. Donc on a même un ratio risque-rendement de 2 actuellement. Mais bon, je pense qu'on peut attendre un petit pullback pour ceux qui ne sont pas à l'achat. Peut-être attendre un petit pullback à 5250 pour ensuite passer long. Comme ça permettra d'optimiser son ratio de rendement. Alors l'or qui a 1315, qui a du mal à progresser, pourquoi? Bien parce que déjà on a un rebond des marches actions, et donc on a un aplacissement de la volatilité implicite, et en plus de cela, on a un rebond du DXY. Donc ça vient un peu compromettre la tendance de l'or à court terme. Pour le moment, la tendance haussière du dollar n'est pas confirmée, en tout cas pas sur du swing trading. Les marchés actions, ça me semble plus probable. Mais bon, voilà, le dollar sera plus important. Pour le moment, le dollar, vous voyez qu'on n'est pas dans une tendance qui est vraiment haussière. On a quelques chandeliers haussiers, on n'a pas non plus, vous voyez, le RSI finalement, le RSI qui illustre très bien cette tendance, il est à 53. D'accord, il n'est pas non plus à 60 ou à 70. Donc, voilà, on est dans un début de tendance haussière. Maintenant, est-ce que on est parti pour aller rechercher les sommets à 96,17 ou au contraire, est-ce que voilà, on doit chercher à shorter le dollar au prix actuel? Bon, en journalier, pour le moment, c'est neutre. En 4 heures, c'est boule. En horaire, on commence à avoir une baisse et même une divergence. Mais bon, faut que le RSI passe sous 50 pour l'exploiter. Voilà, pour le moment, l'or, bon, finalement, 1347 semaines, ça me semble un petit peu compliqué. On est dans ce canal, toujours haussier, vous voyez. Donc, pourquoi pas attendre finalement qu'on revienne en bas, chercher des points d'achat pour, des signaux d'achat, pardon, pour passer long sur l'or. Mais pour le moment, en horaire, je vois une pseudo-divergence. Et encore, elle n'est pas très nette puisqu'on est déjà, vous voyez, on est déjà passé au-dessus de 50. Là, on va passer, vous voyez, unité temps supérieure, 50 RSI.
support. Donc là, pour le moment, écoutez, je pense que l'or 1300, entre 1315 et 1310, ça me semble un bon niveau de prix d'achat. Ça me semble un bon niveau de prix d'achat. Maintenant, pour le moment, que ce soit en 1 heure, ou dans les temps plus faibles, on n'a pas de signaux haussiers. En 1 heure, c'est bearish, le RSI et le prix. En 30 minutes, de même. Donc voilà, il n'y a que en 4 heures où le RSI sur support. Donc à la rigueur, en 4 heures, stratégie longue peut se justifier pour aller chercher les résistances sommet à 1325. Mais en intraday, je pense que l'or peut continuer à baisser. Parce que le dollar, il est boule. Je refais voir l'euro. Ah, l'euro, quand même, il est en hausse. Hein. L'euro est en hausse. Le yen également. Bon, pour le moment, le dollar, on n'a pas de signaux baissiers majeurs. Donc voilà, je me dis que l'or peut continuer à reculer un petit peu. 1310, vous voyez, 1310, je pense que c'est possible qu'on revienne à ce niveau de prix. Plus bas, ça me semble peu probable, à part si on a un rebond majeur des marchés actions. Pour le moment, le rebond, il est timide. Donc voilà. Donc 1310, niveau à surveiller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'or, dans les étés de temps, à part en 4 heures où on est sur un support, en horaire, on n'a pas de signaux haussiers pour le moment. Faudra surveiller cette période de squeeze, parce que si on vient clôturer en dessous, ce sera clairement un signal baissier jusqu'à 1310. Par contre, si on vient clôturer au-dessus, ce sera signal haussier jusqu'au récent sommet à 1325. Au niveau de l'euro-dollar, alors l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on disait en début de semaine, enfin avec la Fed, ce qui est assez étonnant, c'est que vous voyez la BCE, gros mouvement baissier, finalement on a une tendance haussière qui a suivi, et là on a la Fed, gros mouvement haussier, et finalement ce qui a suivi c'est une tendance qui est baissière sur l'euro-dollar. Donc voilà, donc l'euro-dollar en baisse, pas de retour à un 13,50 comme ce qui était anticipé. Le RSI, il est bearish. On a des creux qui sont cohérents avec ceux du prix, qui sont de plus en plus bas. Donc voilà, tendance qui est baissière sur le 4 heures. En journalier, tendance qui est également baissière. En horaire, je vois la divergence, mais le fait qu'on est passé au-dessus de 50, ça vient un petit peu la compromettre. Mais bon, on a quand même une divergence ici. Donc à surveiller. On n'est pas à l'abri d'un rebond intraday de l'euro. Mais pour cela, il faudrait que le RSI horaire passe au-dessus de 50. S'il passe au-dessus de 50, s'il clôture au-dessus de 50, il y a de quoi anticiper. En tout cas, c'est techniquement justifiable d'anticiper un rebond. Alors pas forcément un rebond jusqu'à un 14, vous voyez, puisque sur le 4 heures, on n'a rien on n'a pas de signaux haussiers pour le moment, on n'a pas de divergence, on n'a pas de RSI au-dessus de 50, on n'a rien du tout, ni même sur le prix. Donc voilà, le rebond, s'il y en a un, il devrait être limité, je pense, à un 13. Un 13, voire un 13,20. Alors le NZD, excusez-moi, donc le NZD, comme je vous l'ai dit, donc on a eu un statu quo de l'air benzène, mais par contre l'air benzène qui a ouvert la voie à une baisse des taux, en tout cas a indiqué qu'il y a plus de chances que le prochain mouvement des taux soit une baisse. Donc forcément le NZD a chuté, comme vous pouvez le constater, moins 1,53% face au dollar, donc c'est énorme comme baisse. Hein. La UDNZD forcément rebondit, et là pour le coup c'est un rebond majeur que nous avons. Et le RSI s'apprête à clôturer au-dessus de 50. S'il clôture au-dessus de 50, on a une divergence qui serait validée. Vous voyez, ici, creux de plus en plus haut, et ici, les creux sont de plus en plus bas. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc, on aurait une divergence validée si le RSI journalier de la UDNZD passait au-dessus de 50. Ce qui nous permettrait, dans ce cas-là, de justifier des stratégies longues. Bien pour le coup, jusqu'à 1,05. Ça est psychologique. Puis, potentiellement, la moyenne mobile à 200 jours. Regardons un petit peu en hebdo. En hebdo, c'est bear. D'accord, on est assez loin quand même assez loin de 50. Le prix est, vous voyez, en dessous de sa mobile à 20 semaines. Pour le moment, c'est bearish. En journalier, on aura peut-être un rebond. Maintenant, bon, pour le moment, je pense qu'il faut attendre la clôture.
Alors notons également que on est quand même, vous voyez, dans un range sur du, enfin en tout cas on est, oui, dans un range, on va dire sur du depuis 2015. Et en fait, là on s'approche, vous voyez, du bas du range. Vous savez que le trading range, bien finalement, plus on approche du bas du range, plus il y a de chances qu'on ait un rebond. Donc voilà, à mesure qu'on arrive de la proche de la parité, il faudra réduire ces stratégies vendeuses sur la UDNZD. Alors, je fais un point sur l'NZD USD et ensuite l'euro NZD. NZD USD, bon, bah, du coup, c'est renversement baissier, comme on peut le constater. Voilà. NZD qui vient chercher cette oblique haussière. Donc, on pourrait avoir un arrêt de la tendance baissière. En tout cas, si on vient clôturer en dessous, bah, ce sera un signal baissier jusqu'à 0,67. 0,67 et même, on irait placer les retracements de Fibonacci. Donc, on irait chercher, voilà, 0,67 ici, puis potentiellement 0,66, 32. Au niveau de l'euro NZD, alors, qu'est-ce que nous avons? Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette paire. Vous voyez, là, on avait une belle divergence. Là, pour le coup, on n'a rien pour le moment. On a un RSI qui repasse au-dessus de 50, ce qui est tout à fait normal avec ce mouvement. Mais disons qu'on n'a rien voilà, de surprenant. On n'a pas de signaux, on n'a pas de divergence. Voilà, pour le moment. Pour le moment, moi, je vois rien d'intéressant sur l'euro NZD. Je trouve la UDNZD beaucoup plus intéressant si le RSI venait à clôturer au-dessus de 50. Mais là, l'euro NZD, bon, bah, si on a un rebond comme celui-ci, je pense qu'on peut s'attendre, eh bien, un retour à cette résistance à 1,70. Vous voyez? 1,70. Là, on a un support à 1,6330. C'était un niveau de support en décembre. Voilà, je pense qu'on pourrait revenir à 1,70. Mais le plus intéressant, techniquement, c'est la UDNZD. Belle divergence. Si le RSI clôture au-dessus de 50, là, actuellement, on est à 58, bien, on peut s'attendre à un rebond un petit peu comme celui-ci. Vous voyez, un rebond, voilà, de 200, 300 pips. Donc, en fait, aller chercher 1,05 puis 1,06. Alors Lucas qui nous dit que l'euro-dollar est sous pression à cause du 10 ans, du Bund à 10 ans qui a atteint un plus bas de 2 ans et demi. Oui, tout à fait vrai. Donc forcément il y a le carry trade, hein, ce qu'on appelle la différence de rendement qui est en défaveur de l'euro face au dollar et face à la plupart des autres devises majeures, à part face au yen et au franc. Mais du coup, oui, ça fait pression sur l'euro-dollar. Ça fait pression sur l'euro-dollar. Et voilà, donc les perspectives techniques, pardon, baissières sur le Rodol, bah, finalement c'est les récents plus bas. Vous savez que là on arrive dans une zone, on est dans une zone de support où on a eu beaucoup de zones, où on a eu beaucoup de retournements, pardon. On a eu beaucoup de retournements dans cette zone de prix. Donc voilà, c'est pas le moment de shorter. D'ailleurs on voit, on a un rebond hein, finalement là sur l'heure, sur cette dernière heure. Regardez, on a un rebond majeur. Donc là c'est clairement pas le moment de shorter le Rodol. À la rigueur des stratégies de short Eurodol, ça se justifie quand on est, vous voyez, vers 1,1450, 1,14, ça se justifie, mais en dessous de 1,13, c'est clairement pas le moment de vendre l'Eurodol, parce qu'on est sur une zone de support vraiment conséquente. Donc voilà. Donc l'Eurodol, il n'y a pas forcément de perspective baissière depuis les prix actuels. On peut aller chercher à la rigueur les 1,1215, ça fait une baisse de 50 pips, mais j'irai pas à dire qu'il y a un scénario baissier, il y a une vente au prix actuel jusqu'à 1,1215. Voilà, voilà, je vois pas pourquoi il faudrait shorter l'euro-dollar jusqu'à 1,1215 pour le moment. Alors, faisons un point sur l'euro GBP. Donc, aujourd'hui, ça va être une journée vraiment très importante pour la livre, même si je sais que je le répète beaucoup, mais en ce moment, voilà, c'est très important, et surtout aujourd'hui, parce qu'on a des votes conséquents, et d'après The Sun, le quotidien anglais, eh bien, Theresa May pourrait annoncer sa démission. Voilà, enfin, ça reste une grosse journée aujourd'hui, une journée qui sera
très importante pour la livre sterling et pour même l'avenir du Brexit. Donc la livre devrait regagner en volatilité en fin d'après-midi et en début de soirée. Donc là, l'euro GBP, il n'y a pas de signaux clairs. On a une divergence d'idées qui finalement, vous voyez, a été invalidée par la suite. Pour le moment, c'est assez indécis. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde nos indices devises et qu'ensuite nous essayons de déceler des tendances, en tout cas des tendances à venir. Donc le yen, ça regagne, ça redevient bullish. Pour le coup, regardez le RSI bull, tout comme le prix. Voilà, donc ça redevient bullish le yen en raison du retour à la volatilité implicite. Le NZD, c'est une chute du NZD. Est-ce que ça, justifie les perspectives baissières sur du moyen terme? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ça va être compliqué. Voilà. Au niveau de la UD, consolidation, on arrive proche des plus bas de 2015. Donc voilà, la UD pourrait commencer à redevenir intéressant. Pour le moment, on n'a pas de signaux haussiers. Donc même si on est sur des supports majeurs, je vois pas pourquoi. Enfin, pour le moment, il faudrait payer la UD. Non, je vois pas la raison. L'euro, alors là, par contre, c'est intéressant parce que c'est la première fois depuis longtemps, finalement, on est un plus bas depuis juillet 2017. Donc là, l'euro index équipondéré a finalement cassé son support. Bon, là, on est en train de le réintégrer. Mais bon, le fait qu'on casse ce support, c'est un signal de fragilité. Même si on le réintègre, on pourra à rigueur anticiper un rebond de l'euro, mais c'est quand même un signal particulièrement bearish. Le fait qu'on sorte, qu'on casse ce support, qui tenait jusqu'à là, qui avait fait office de support depuis le 28 mai. Oui, 28 mai 2018, en novembre, en décembre et depuis le début de l'année. Donc ça, c'est une information assez baissière, assez négative. Et même si on réintègre, il faut falloir garder à l'esprit qu'on a eu quand même un gros mouvement baissier et une fragilité sur l'euro. Donc voilà, il faudra garder cela à l'esprit pour les stratégies d'achat euro. La livre sterling, plutôt haussière depuis le début de l'année, comme on peut constater, dans un canal même. Donc plutôt haussière. Le franc, plutôt haussier également. RSI et prix haussier. Le dollar, alors que fait le dollar? Dollar, on a un rebond ce matin. Forcément, dès qu'on a une baisse du NZD, le dollar en profite. Mais sinon, à part cela, le dollar, il est en range. On le constate depuis octobre de l'année dernière, on est dans un range. Et enfin, le CAD. Alors, le CAD, on a un rebond, mais le RSI reste sous 50. Donc là, ça sera important à surveiller parce que lorsque le RSI, cet indice, touchera 50, si finalement on a une clôture sous 50, ce sera un signal baissier. Par contre, si on a une clôture au-dessus, ce sera un signal bullish. Donc on peut peut-être aller sur des unités de temps inférieures. En 4 heures, c'est boule. C'est boule maintenant. Bon, la prochaine résistance, c'est lorsque le RSI testera 50. Donc au niveau des tendances des devises, on voit qu'on a une devise de refuge qui regagne un petit peu d'intérêt, puisqu'on a le yen, on a le dollar et on a le franc qui rebondissent depuis quand même quelques séances. L'AUD sur support pluriannuel, le NZD qui chute à la suite de RBNZ, ce qui est tout à fait normal. Maintenant la tendance a été haussière et pour le moment on n'a pas réellement de signaux baissiers si ce n'est le RSI qui passe sous 50. L'euro, par contre là on a un vrai signal baissier. Même si on a le rebond ce matin. Je ne sais pas comment on peut utiliser ce signal pour le moment à l'heure actuelle, mais c'est clairement un signal qui vient compromettre les perspectives haussières de long terme. Alors ça ne veut pas dire que l'euro n'ira pas chercher un 18, mais finalement le fait qu'on a eu cette cassure du support de l'euro nous invite à attendre davantage de confirmation d'un point de vue de l'analyse technique pour envisager des stratégies haussières de long terme sur l'euro face au dollar. Donc clairement, pour attendre un retour de l'euro-dollar à 1,18, dorénavant,
on va attendre que l'eurodoll, enfin que le RSI de l'eurodoll clôture au-dessus de 50. Voilà. Ce support est clairement remis en cause compte tenu du fait que cet indice euro est sorti par la première fois de ce support. Donc là, voilà, ça perd en crédibilité ce support. Ça ne veut pas dire qu'on va y passer en dessous. On peut avoir un rebond, mais clairement, c'est un signal baissier pour l'euro, un signal baissier puissant pour l'euro. Alors on me demande le GBPUD, donc GBPUD, c'est la paire du moment. GBPUD, alors petit rebond sur support, bon, voilà. Le RSI, il faut qu'il repasse absolument en dessous de 50 assez rapidement. Sinon, il va falloir invalider la stratégie. Pour le moment, on n'a pas de, voilà, il n'y a pas de signaux d'invalidation. On est même en train de faire pseudo-épaule tête épaule. En tout cas, ça ressemble. Ok, ça ressemble. C'est pas clair, mais ça ressemble. On a des sommets de plus en plus hauts et ensuite des sommets de plus en plus bas. C'est ça une épaule tête épaule finalement. Donc voilà. À suivre de très près ce GBPUD. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on repasse au-dessus des sommets de mars, ça invalide la stratégie. Voilà, donc GBPUD, c'est pas encore trop, enfin, on n'est pas encore invalidé. La stratégie vendeuse n'est pas encore invalidée. Le WTI et le Brent. Alors, WTI Brent. WTI, bon bah, haussier pour le moment. Pourquoi c'est haussier? Alors, parce qu'on a des sanctions américaines contre le Venezuela et contre l'Iran. En plus de cela, on a un gel de la production de l'OPEP. Et plus récemment, ces derniers jours, c'est en cause, en raison de la nouvelle panne géante au Venezuela, d'électricité, pardon, qu'on a une hausse des cours. Voilà. Mais en même temps, on n'a pas un mouvement on n'a pas une tendance très haussière sur les cours de pétrole. Pourquoi? Bien parce qu'on a un ralentissement de l'économie mondiale. Et depuis vendredi, on a une inversion de la courbe des taux, ce qui fut un indicateur particulièrement important, particulièrement efficace pour pour signaler, une récession américaine. Ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de chance qu'il y ait une récession américaine, mais en tout cas, ça vient raviver les craintes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas un rallye aussi sur les cours de pétrole. Parce que c'est un peu le biais, il est partagé. Il est partagé entre crainte d'une récession et finalement gel de la production et diminution temporaire en raison de la coupure d'électricité euh, au Venezuela. Voilà, donc finalement les moyennes mobiles à 200 jours seront particulièrement importantes puisque voilà, il faudra quand même de la conviction pour que le marché dépasse cette moyenne mobile à 200. Sans conviction, sans momentum, voilà, ce sera compliqué. Ce sera compliqué de dépasser cette moyenne mobile malgré le fait qu'on ait une épaule tête épaule. Pour le Brent, c'est pareil. Objectif la moyenne mobile, c'est l'objectif premier depuis cette cassure, depuis le 14 février. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas chercher l'objectif de ETE, mais il faudra vraiment avoir un signal haussier comme une cassure de cette moyenne mobile pour avoir comme deuxième objectif celui-ci. Voilà, donc c'est aussi à court terme les cours de pétrole. Maintenant, voilà, faut pas s'attendre à un momentum très très important. Au niveau de l'USD Yen, bon rebond de l'USD Yen, ce qui vient un peu, comment dire, améliorer la perspective à court terme des marchés actions. Maintenant, est-ce qu'on a un renversement, est-ce qu'on a un retournement haussier de l'USD Yen? Pour le moment, non. Pour le moment, ce que je constate, c'est que le RSI journalier est sous 50. Donc là, on a un cassure, pullback. On pourrait avoir la baisse. D'accord? Donc, c'est encore beaucoup trop tôt pour dire, ça y est, l'USD Yen a fait son point bas et on est reparti pour aller chercher 112. Moi, pour le moment, je ne suis pas de cet avis-là. Ça pourrait changer, mais pour le moment, je ne le suis pas. Donc voilà, résistance à surveiller, celle-ci. Voilà, 111, concrètement, 111. Il va falloir commencer à chercher des signaux. S'il n'y a pas de signaux vendeurs, et s'il y en a, bah pourquoi pas shorter l'USD Yen. Là, ce qu'on commence à voir, c'est une divergence. Sommet, 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 de plus en plus bas, et ici de plus en plus haut. Donc sommet, enfin en divergence baissière, pardon. Si le RSI horaire passe sous 50, ça viendrait compromettre, en tout cas assombrir les perspectives haussières de cette paire de devises.
Alors, regardons l'euro franc qui est revenu à 1,12. Ça y est, 1,12. Vous savez, qu'est-ce que ça représente 1,12? Ici, alors, je commence par ici. La BNS qui indique que le franc est trop élevé. Ici, pardon, décembre, le franc est trop élevé. Donc, vous voyez que 1,12, c'est non seulement un chiffre rond, mais c'est un seuil qui était indirectement surveillé par la BNS. Donc, attention aux stratégies vendeuses de l'euro franc dorénavant. Maintenant qu'on est revenu à 1,12, il y a quand même une probabilité de rebond assez importante. Malgré les arguments baissiers qu'on a sur l'euro à court terme, si on a une cassure, ça devrait se faire sur du court terme. Sinon, il y a des chances, ou en tout cas, c'est possible que la BNS intervienne. Voilà, faudra pas exclure cette hypothèse. Donc, en clair, techniquement, voilà, si on se fie uniquement à l'analyse technique, si on a breakout de ce support, le prochain support, c'est 1,10. C'est ce seuil psychologique qui fait office de résistance à ce moment-là. Vous voyez, c'est assez propre. Allez, impulsion, résistance, cassure, pullback, impulsion. Donc, là, si on a cassure des 1,12, c'est direction 1,10. On irait, pourquoi pas, aller chercher un 1,10. Hein. Je dis pas qu'on va pas le chercher. C'est pas parce qu'on on est à 1,11,99 que la BNS va intervenir. Vous voyez. Mais, en tout cas, les probabilités augmenteront d'un cran si l'euro franc passe sous 1,12. Voilà, il y aura une probabilité que la BNS intervienne. Mais pour le moment, en tout cas, en journalier, on n'a pas de signe haussier. En 4 heures, alors on a une divergence, mais qui n'est pas du tout, qui est loin d'être validée puisqu'on est toujours à 30, donc ça peut continuer à baisser. Hein. Donc c'est clairement pas le moment de payer l'euro franc, à part pour ceux qui veulent payer les 1,12 à la rigueur, pourquoi pas. Mais bon, c'est assez risqué puisque là on est quand même c'est un couteau qui tombe, hein, cet euro franc. On est vraiment dans un momentum qui est vraiment très très baissier. C'est possible que 1,12 soit le support, ça m'étonnerait pas. Je serais pas surpris si on a un rebond de l'euro franc assez conséquent lorsqu'il testera 1,12, ce qu'il fait actuellement d'ailleurs. Mais pour un moment, vu que c'est voilà, un RSI très très faible, ça me semble risqué de payer l'euro franc. Maintenant, comme vous savez, là c'est un niveau de prix. Ceux qui payent 1,12, ça peut être un niveau de prix très très intéressant. Parce que vous voyez que les dernières fois qu'on est passé à 1,12, qu'on a testé 1,12, on a eu une baisse d'une quinzaine de pips ici, mais ça n'a pas été davantage. Vous voyez, donc d'un point de vue ratio une quinzaine, une vingtaine, voire même une trentaine de pips pour aller en chercher, vous voyez, 200, c'est plus qu'intéressant. Mais bon, faut pas oublier qu'on a un récit extrêmement bas, un momentum extrêmement faible, donc voilà, c'est un couteau qui tombe. Donc c'est très risqué de rattraper un couteau qui tombe. Voilà, donc au niveau du Forex, pas de stratégie hein, pour le moment ce matin. J'ai pas de stratégie à donner hein, sur les paires. Moi, j'ai pas de conviction, donc je vais pas vous en donner des nouvelles. Il y a toujours ce GBPUD qui me semble voilà intéressant à la vente, même si bon, voilà, il faut attendre que le RSI passe sous 50 une nouvelle fois, je pense. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas à la vente, attendez que le RSI passe sous 50 pour augmenter vos chances de succès. Euh, Sinon, à part le GBPUD, je vois pas ce qui est très très intéressant pour moi. Bah, à part l'USD Yen qui est en train de faire un petit rebond, je vois bien baisser davantage. Donc voilà, à suivre. Alors Philippe qui me dit bonjour intraday, si on revient sur 5220 pour le CAC, cela donnerait quel niveau sur le Dow Jones? Bon alors l'équivalent à peu près sur le Dow Jones, j'ai bien à peu près parce que voilà, il n'y a pas, c'est pas au pips près, hein, il n'y a pas de, c'est pas synchronisé, d'accord. Mais voilà, 5220, c'est ce support-là. Avec ce creux du 11 mars, on est venu tester à 5220. Vous voyez, 11 mars, 25 mars, qu'est-ce que je dis 25 mars, lundi 25 mars, 5220 sur le dos. Sur le dos, vous voyez 25 mars, c'est celui également du 8. Oui, donc c'est bien ça, du 8. Donc c'est aux alentours des 25 000, 25 300. Voilà, 25 300. C'est le support équivalent, entre guillemets. On me redemande le gold et l'USD-Yen. Bon, l'USD-Yen, je refais rapidement parce que j'ai déjà fait le gold également. Donc, USD-Yen, ça rebondit. Le RSI repasse au-dessus de 50.
Ça sous-entend un momentum haussier, donc on pourrait avoir une accélération haussière. Maintenant, on a une résistance à court terme qu'il faut surveiller, qui correspond à celle-ci. Regardez. Vous voyez cette zone de résistance. Donc là, moi, c'est la prochaine zone que je surveille, 111. 111, ce sera un niveau de résistance à surveiller parce qu'on pourrait avoir des signaux baissiers. Sur les temps horaires, pardon, on a déjà des signaux haussiers puisqu'on a une divergence qui n'est pas encore exploitable parce que le RSI n'est pas passé en dessous de 50. Il sera clairement une divergence à surveiller. Si on passe en dessous de 50, ça sous-entendrait un retour à 110. Et au niveau de l'or, bon bah l'or pour le moment est un petit peu compromis par la hausse des marchés actions et la hausse du dollar. Je vois plus une poursuite de la hausse des marchés actions qu'une hausse du dollar. Mais ça ne veut pas dire que l'or va passer sous 1310 et va revenir chez 1300. C'est possible, mais moi je pense que voilà, ce canal il est assez intéressant. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on est revenu en bas du canal, on a une divergence haussière. Donc finalement, peut-être que le mieux, c'est d'attendre qu'on ait une divergence avec une cassure du RSI au-dessus de 50, comme ce qu'on est peut-être en train de faire, pour payer l'or. Parce qu'actuellement, vous voyez, creux ici, creux, vous voyez, légèrement plus bas en prix de clôture, alors que ici c'est plus haut. Donc si le RSI passe au-dessus de 50, et je dirais même, vu qu'on est déjà passé au-dessus de 50, au-dessus de ce récent sommet à 52, 56, si le RSI journalier, une heure passe au-dessus de 52, 56, on aura on aura un signal d'achat en tout cas. On aura un signal d'achat jusqu'à 1320, puis 1325. Voilà pour l'intraday sur l'or. Et sinon, au niveau des crypto-monnaies, hein, c'est totalement flat. Hein. Il n'y a aucun mouvement sur les crypto-monnaies. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à ce soir pour le webinaire éducatif que je présenterai à 18h. Et sinon, je vous donne rendez-vous demain matin pour ma prochaine revue des marchés. Excellente journée à vous et à ce soir.